Bonsoir tout le monde. Donc, je suis Frédéric Bisson, je suis webmaster à la mairie de Rouen et je m'occupe principalement du site web rouen.fr. Donc, quand vous allez chercher des informations sur la mairie de Rouen, c'est là-dessus que vous tombez. Avant de commencer, qui connaît Drupal? Ok, super. Donc, je vais pouvoir. J'aurai pas besoin d'expliquer trop de termes. Super. On va faire un petit peu d'archéologie. On va expliquer le pourquoi du comment donc de migrer, le contexte dans lequel ça se fait en fait, la migration de l'application, la migration des données et enfin une petite conclusion. Alors, côté archéologique, on va bien remonter puisque donc début des années 90, la ville de Rouen était équipée d'un serveur télématique. Tout le monde voit ce que c'est? En gros, c'était un Minitel. On appelait ça télématique parce que ça combinait le téléphone, l'informatique. Et bon, en gros, on voyait surtout quelques informations, donc comme vous voyez, le journal, les élus municipaux, les équipements municipaux et les formalités administratives. Mais en gros, on vous disait téléphoner à tel numéro. Fin 90, on a eu le premier site web de la ville de Rouen. Alors, si vous voyez marqué Ruffle, c'est tout simplement qu'avant, il y avait une animation flash que je n'ai jamais vue, que je n'ai jamais eue. Mais grosso modo, c'était un site purement statique et qui était conçu pour des écrans en 640 par 480 parce qu'à l'époque, le Full HD, ça n'existait même pas, on n'en parlait même pas. À partir de 2001 jusqu'à 2003, on a le premier site semi-dynamique et à l'époque, que mise en page en table. Que ça. Donc c'est des tableaux, de tableaux, de tableaux, de tableaux, de tableaux, de tableaux, de tableaux. Et là, les technologies augmentent, donc on se met en 800-600. Ensuite, de 2003 à 2007, toujours un site semi-dynamique, une refonte. Ça prend en compte le 1024 par 768 et ça inclut le nouveau logo de la ville qui est le logo actuel. Et j'arrive en 2004, il y a 20 ans, à la ville de Rouen. Et là, je découvre GoLive. Ça parle à quelqu'un? Super. Un embryon de CMS Maison, parce que le site semi-dynamique, voilà, il y avait quelques fonctionnalités de début de CMS, mais tout le reste était vraiment codé à la main en dur. Les bouts de PHP 4 directement dans le code HTML, MySQL et PHP MyAdmin, les flashs, on avait fait même une liseuse PDF en flash, et toujours la mise en page en table. En 2007, je sors mon premier site, totalement dynamique, en Drupal 4.7. Alors, pour la petite anecdote, vous avez des textes penchés, et il faut savoir que le CSS n'a permis de faire ça qu'à partir de 2007-2008. Donc, autant dire que quand ça a été fait, toutes les images que vous avez là sont des images générées dynamiquement. En 2010 et 2013, je squeeze Drupal 5, je passe à Drupal 6, et on a l'arrivée des réseaux sociaux. C'est pour ça d'ailleurs que en fait, le site est aussi peu large, c'est-à-dire qu'on s'est inspiré de Twitter à l'époque. Et on a deux facettes, actualité et services en ligne. Donc ça là, les refontes complètes à cette époque-là, ça consistait à installer le nouveau Drupal, plus les nouveaux modules, développer le thème custom, plus les modules custom, réorganiser les contenus et copier-coller les textes. Donc en gros à la main. 2013-2016, c'est le site que vous avez sous les yeux, qui est fait en Drupal 7. Premier site avec, on va dire, des tentatives de responsive, mais qui était pensé avant tout pour le desktop. Et de 2016 à 2024, vous avez le site actuel. Donc si vous comptez, ça va faire bientôt 8 ans que le site est en ligne sous cette forme-là. Et là, suite à une demande politique, on a fait un site à 3 entrées, là où la plupart des sites en fait, arrivaient directement sur des news, sur des informations. La refonte a consisté à ajouter de nouveaux modules, à développer le thème, puisqu'on était resté en fait en Drupal 7,
réorganiser les contenus et à suivre l'évolution de la vision d'Internet par le politique. Alors, pour vous remettre en perspective, grosso modo, jusqu'en 2016, tous les 2-3 ans, on sortait un nouveau site. Et à partir de 2016, on n'a pas changé. On a modifié quelques petits trucs. Et quand vous regardez la courbe de vie, enfin la durée de vie de Drupal 7, vous avez donc, Drupal 7 est sorti en 2011, il sera arrêté début 2025. Il a une durée de vie plus longue que Windows XP. Pour vous dire, la durée de vie, il a survécu quand même à Drupal 8 et Drupal 9. Alors, pourquoi est-ce qu'on va faire une refonte, une migration, etc. Déjà parce que, à un moment donné, je suis allé voir ma direction et j'ai dit Drupal 7, va falloir le changer, va falloir tout casser. Parce que en 2025, ce sera fini, il n'y a plus de mise à jour de sécurité, rien du tout. Sachant qu'en plus, les modifications, enfin les développements dans le noyau sont arrêtés en 2015. Et en plus, il faut qu'on applique encore plus en profondeur tout le contexte légal, le RG2A, donc pour l'accessibilité, le RGPD, ça c'est assez avancé pour toutes les données à caractère personnel, le RGS en matière de sécurité, le RGESN pour le développement durable, les lois qui sont apparues. On a de nouvelles attentes de la part des usagers, de la part des services aussi, parce qu'en 2004, les services ne s'intéressaient pas beaucoup au site web, c'est-à-dire que c'était le service communication qui allait chercher et puis qui essayait tant bien que mal de mettre des informations. Aujourd'hui, c'est le service qui pousse pour mettre des informations sur le site. Et en plus, entre-temps, il y a eu plein de technologies qui sont apparues, et notamment les dernières comme HTTP3 plus Quick, le PHP 8, il y a Brotli, il y a Z-Standard qui pointe le bout de son nez, enfin il y a plein de choses qui sont apparues depuis le début de la mise en ligne du site. Aujourd'hui, on est sur cette configuration de serveur, c'est-à-dire qu'on a un Drupal 7 pour Rouen.fr sur son propre serveur, un Matomo sur son propre serveur, avec d'autres services, et on a un serveur de tuiles qui est celui de ceux d'OpenStreetMap, qu'on utilise en fait sur tous les fonds de carte du site de la ville. En plus, sur cette partie-là, en fait, l'hébergeur a pour rôle de gérer la partie OS et middleware. Ce qui nous embête un petit peu, puisque ça ne suit pas forcément le cours il ne suit pas forcément les différentes évolutions. Et donc, on aimerait bien en fait reprendre la main pour gérer totalement le serveur, de l'OS jusqu'à l'application, mais en plus, nous développer notre propre serveur de tuiles qui nous permettrait de présenter des fonds de cartes avec soit des polices, soit des couleurs, soit des choses adaptées au site de la ville. Et en plus, d'économiser les ressources de OpenStreetMap. Pourquoi continuer sur Drupal ? Ça fait 20 ans que je suis à la mairie, ça fait plus de 10 ans que je travaille avec Drupal. Donc le but, c'est de conserver l'expérience acquise dessus. Il y a aussi l'écosystème qui est très intéressant, que ce soit du point de vue des modules contribués, de la communauté, de l'aspect open source, qui est beaucoup plus prononcé par exemple que sur un WordPress. Il y a l'évolution et la vitalité en fait, du CMS aussi, puisqu'il continue de faire évoluer le code, de l'améliorer, d'inclure les nouvelles technologies. Mais on peut aussi se poser la question, pourquoi pas développer notre propre solution? Pourquoi pas utiliser un WordPress, un backdrop? Parce que backdrop, en fait, quand Drupal 8 est apparu, ils ont mis tellement de temps à rattraper les fonctionnalités de Drupal 7 qu'en fait, il y a des développeurs qui sont partis à faire un fork de Drupal 7 pour créer leur propre version, qui s'appelle Backdrop. Joomla, ou alors une solution en SaaS. Mais en fait, on a besoin de faire des développements spécifiques et de les intégrer au site pour se connecter, pour intégrer des informations comme les menus cantines, comme l'annuaire des associations et d'autres choses.
Donc le gros avantage de Drupal, c'est qu'il offre justement tout un environnement de développement avec un framework très poussé. Dans quel contexte ça s'organise? Alors, il faut savoir que en fait, tout le site est fait entièrement au service communication. Donc que ce soit l'installation du Drupal, sa configuration, le développement du thème, des modules spécifiques, le graphisme, les contenus. Donc là, on est aidé en fait ensuite par les différents services qui nous alimentent de contenu. Il n'y a que l'hébergement qui est externe. Tout simplement parce que quand on a commencé à faire du web, donc dans la fin des années 90, le service informatique, enfin les structures informatiques de la ville de Rouen ne permettaient pas de faire de l'hébergement dans de bonnes conditions. Donc, historiquement, on est resté sur un hébergement externe. Et par rapport aux récentes actualités sur les cyberattaques de ville, en fait, le fait d'intégrer votre site web de ville à votre réseau informatique, si vous avez une cyberattaque qui va bloquer votre réseau, votre site web, il est aussi bloqué, puisqu'on a tendance à tout bloquer pour justement investiguer. Aujourd'hui, si rouen.fr est piraté, le réseau de la ville reste intact, et inversement, il y a vraiment une forte séparation entre les deux. Alors, les contraintes, on a une contrainte de budget, donc je vous présente le budget. Voilà. On a des contraintes de continuité de service, puisque je ne fais pas que m'amuser à développer un site web. À côté, je gère d'autres choses. Et il faut en plus qu'on continue d'alimenter le site. Il y a l'échéance du support de Drupal 7, donc janvier 2025, et il y a la fréquence des mises à jour mineures de Drupal, parce que Drupal a adopté un nouveau cycle qui fait que, par exemple, Drupal 10.2, qui est la dernière version en date, son support va s'arrêter en décembre 2024 pour être repris par Drupal 10.3, sachant que, en théorie, l'upgrade doit se passer sans problème, en théorie. Donc, dans la migration que je dois faire, dans tout ce que je vais écrire, il faut que je prenne en compte en fait, le fait que, très rapidement, là, je suis en train de faire mes tests sur Drupal 10.2, très rapidement, il faudra que je fasse mes tests sur Drupal 10.3. Alors, il y a plein de buts dans cette migration. Actualiser le site, puisque là, il commence, au bout de 8 ans, à être un petit peu défraîchi. Améliorer l'expérience utilisateur, la fiabilité des informations, puisque actuellement, on a des problèmes pour mettre à jour des informations, puisqu'on a plein de pages sur lesquelles peuvent se répéter plusieurs fois la même information. Et quand on nous dit qu'il y a telle information qui doit bouger, il faut arriver à retrouver toutes les pages sur lesquelles cette information précise se trouve. Ça peut être un horaire, ça peut être par exemple pour les pages concernant le stationnement, ça peut être toujours en bas de page l'arrêté qui régit le stationnement, donc l'arrêté officiel. Donc on a vraiment une question de fiabilité des informations qu'on veut améliorer afin de fournir à l'usager un service plus poussé. Je prendrai aussi par exemple les horaires des piscines. Les horaires des piscines, techniquement, là, elles peuvent avoir changé pour ce soir parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui aura eu une indélicatesse dans un des bassins. Et donc quand il y a ça, on ferme tout, on passe tout un cycle de nettoyage de l'eau, et donc forcément la piscine est fermée. L'observabilité, puisque aujourd'hui, en fait, elle est quasi inexistante, et améliorer la sécurité. On veut aussi gérer directement, comme je disais tout à l'heure, le système d'exploitation et le middleware, pour justement le faire évoluer, et pour pouvoir utiliser les dernières technologies. Et on veut limiter les dépendances, donc en nous créant notre propre serveur de tuiles. Alors du côté applicatif, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, vous avez les modules de la communauté. Il y en a qui vont devenir obsolètes. Alors, Registry Autoload, c'est quelque chose qui est déjà intégré dans les dernières versions de PHP et de Drupal. jQuery Update, la dernière version de jQuery est déjà en cours sur Drupal, et en plus, ils ont réduit la voilure. HTML5 Tools,
Ça, c'est déjà intégré dans le code. Force.js, ils gèrent les cookies d'une autre façon. Donc, ce sont des modules qui n'existent plus en Drupal 8, 9 ou 10. Vous avez des modules qui ont été intégrés, comme le module View, donc qui vous permet de faire des requêtes sur le contenu pour faire des affichages de listes. Vous avez le module Entity, donc qui sont vraiment des morceaux des éléments de page. Vous avez le module Medial, vous avez le module Date, mais sachant que, en plus, ces modules-là ne sont pas 100% compatibles avec leurs ancêtres. Vous avez les modules qui ne vont plus être indispensables. Sur rond.fr, par exemple, on utilise le module contexte pour organiser les blocs sur les pages, pour changer les couleurs sur le bandeau, pour faire tout un tas de choses. Et on arrive à des règles très poussées, et ça, on veut le dégager pour arriver à quelque chose de plus simple à gérer. Les systèmes de quiz, les systèmes de maçonnerie, donc pour organiser les contenus sur la page. On a des outils un peu plus poussés maintenant en CSS pour le faire. Après, vous avez aussi plein de modules qui vont être conservés, comme Leaflet, Geofield, Token, donc pour insérer des petits jetons à droite à gauche, Photo pour définir automatiquement des URL, etc. Vous avez aussi plein de nouveaux modules qui apparaissent, qui sont super intéressants, notamment Paragraph, qui vous permettent de découper les contenus de pages en plusieurs morceaux, et même, un truc qui nous intéresse dans le cadre de la fiabilité des informations, de pouvoir préciser que certains blocs sont répétés sur d'autres pages. Et même pouvoir programmer ces blocs pour qu'ils puissent disparaître, notamment quand on rajoute une information sur une fermeture immédiate de piscine, de pouvoir faire en sorte qu'elle va disparaître dès le lendemain. Entity Embed, UI Suite Initiative, donc ça c'est toute une partie qui va permettre de gérer l'interface utilisateur, que ce soit sur les web components, que ce soit sur les thèmes, etc. Voilà, donc je fais court puisque c'est pas forcément le but de présenter tous ces modules. Un module par contre qui est très intéressant aussi pour nous, c'est Configuration Manager. Parce qu'avant, moi, je me cassais la tête à configurer tout à la main. Très fastidieux, surtout quand on doit repartir sur un site tout nouveau ou qu'on doit transférer un site ou travailler dessus. Là, avec Configuration Manager, Drupal est capable d'exporter et d'importer toute sa configuration. Et on a aussi les modules maison, puisque tout l'intérêt, de notre côté, tout l'intérêt de Drupal, c'est de pouvoir développer des modules qui vont permettre aux usagers d'avoir un peu plus d'informations, d'accéder à des services qu'on n'a pas autrement. Alors, on a par exemple ajouté à son calendrier. Donc, pour chaque entrée d'agenda, l'utilisateur peut ajouter à son calendrier l'entrée d'agenda. On a la recherche du bureau de vote. Donc, l'utilisateur va signaler sa rue et automatiquement on va lui dire voilà, ton bureau de vote, c'est à tel endroit. L'import des délibérations, puisque en gros, l'import des délibérations, c'est plein de gros fichiers à télécharger, à traiter et à insérer sur le site web de la ville. Les menus cantine, puisque ça c'est extrait en fait du système d'information de la restauration scolaire. Un widget qui donne la météo, le widget qui vous dit bah voilà, vous pouvez vous rendre à telle mairie pour faire votre démarche, l'annuaire des associations, etc. La petite image que vous avez là, c'est donc le site web qui génère ce PDF-là automatiquement, chaque fois que les cantines veulent un nouveau menu. Et c'est ce PDF-là qui est affiché dans les écoles. Et comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de choses qui changent. Et en interne, donc on va passer de PHP 5.7 à PHP 8, du procédural objet à quelque chose qui est beaucoup plus objet, d'un framework dédié à Symfony 6, de PHP template à Twig, des fichiers de config en .ini au fichier config YAML, et d'un composeur qui était plus ou moins intégré à Drupal 7 à un composeur qui est nativement utilisé dans Drupal 8, 9 et 10. Pour le thème maison, on ne va pas trop se casser la tête, on va le réécrire de zéro avec un nouveau thème graphique, tout en profitant des opportunités en fait, de Drupal 10, comme la meilleure séparation des responsabilités, puisque
Il faut savoir que dans Drupal 7, dans votre thème, vous pouviez faire des appels à la base de données, vous pouviez faire en fait quasiment tout ce que fait un module. Vous avez la gestion des points de rupture, vous avez la gestion des bibliothèques JavaScript, etc. Donc on va profiter de toutes ces opportunités-là. Et là, vous avez un petit exemple de ce que ça représente, donc de passer de PHP template à droite à Twig à gauche, avec aussi une notion sur les aspects de sécurité, puisque Twig, en fait, échappe par défaut le contenu, alors que PHP template, vous deviez signifier vraiment que vous vouliez échapper le contenu. Pour la migration des données, c'est là en fait que je vais passer le plus de temps, et que je passe le plus de temps d'ailleurs. Les principes que j'ai retenus, c'est un export par Python à partir des données de Drupal pures, des données custom, parce qu'avec les différents modules que j'ai créés des tables personnalisées qui ne sont pas gérées par Drupal. La normalisation des contenus et l'adaptation, c'est-à-dire que je vais transformer toutes mes pages en entités de paragraphes. Donc je vais découper en fait toutes les pages en fonction des titres, en fonction des contenus, et je vais les transformer pour qu'elles intègrent justement le module paragraphe. Et après, on va utiliser un module qui s'appelle Migrate, qui est apparu un petit peu un petit peu avant Drupal 7, qui n'était pas forcément super intégré, mais là, dans Drupal 8, 9 et 10, il est vraiment totalement intégré à la solution, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile de faire des imports, de rejouer des migrations si on s'aperçoit que l'import n'est pas correct. Pour passer de la base historique à la nouvelle, bon, déjà, il y a une analyse qui n'est pas simple puisque tout n'est pas dans la base de données. Je vais utiliser une base de données SQLite, ce qui fait que je n'aurai pas besoin de créer de monter un serveur MySQL ou autre pour travailler. Je peux faire des copies de la base de données très rapidement. Donc ça va être beaucoup plus simple à travailler. Je vais utiliser Python comme langage, puisque là, il va être vraiment plus adapté dans mon cas pour pouvoir manipuler les données sans devoir, pareil, installer du PHP qui est quand même plus à l'aise dans le cadre d'un serveur. Et il va aussi falloir que je crée les nouveaux types de contenus dans lesquels il va falloir que je fasse couler les données. Alors, One.fr aujourd'hui, la base de données, c'est 1279 index, 275 tables. Alors, ça va contenir du cache, du contenu, des index de recherche, de la configuration. Donc, il va falloir que je navigue en fait, à l'intérieur de tout ça. Et là, vous avez une vue synthétique. Alors, dans cette vue synthétique, on va avoir en haut une page qui peut pointer sur des adresses. On va avoir le front back, c'est en fait pour le fond de la page d'accueil. On va avoir donc des publications pour les fichiers PDF, etc. On a toute une partie sur le conseil municipal et toute une partie sur l'actualité. Donc toutes ces informations-là, je vais devoir les intégrer. Mais ça, c'est la vue synthétique. C'est la vue telle qu'on peut la comprendre du point de vue de l'utilisateur quand il est derrière son Drupal. Parce que sous le capot, quand vous avez cette vue-là, par exemple pour les pages, donc vous avez le titre, le corps, un fichier, une pièce jointe, le contact, la date de publication, une classe d'information, un vieil index, un vieil identifiant qui date d'une précédente migration, et la page parent. Et tout ça, derrière, ça se transforme en une page dans le nœud, dans lequel on va retrouver le titre, 2 tables à chaque fois pour chaque champ. Parce qu'en gros, quand vous créez un champ corps de contenu, Drupal va créer 2 tables, une qui contient le corps de contenu en cours, et l'autre qui est vraiment un duplicat de la première au niveau des champs, qui va contenir en fait les différentes révisions, et ça, que vous utilisiez les révisions ou pas. Et en plus, dans chaque table, vous avez toujours les mêmes champs qui sont répétés à chaque fois, le type d'entité, le bundle qui correspond au type de contenu, s'il est effacé, l'identifiant de l'entité, l'identifiant de révision, la langue, le delta, parce que oui, quand vous créez un champ dans Drupal,
il peut y avoir plusieurs versions. Donc ça aussi, vous allez avoir plusieurs enregistrements pour un même contenu. Et après, vous avez seulement, par exemple là, pour le corps, vous avez le corps, son résumé et son format. Voilà. Donc, quand on va faire des imports de l'extraction de ces tables-là, en fait, ça va donner des SQL avec plein de jointures. Vous avez quasiment plus de jointures que tout le reste. Et la migration, donc comme je vous disais, je pars d'une base SQLite. En fait, je fais un MySQL dump. Il y a des scripts qui existent en fait pour transformer les dumps MySQL en SQL pour SQLite. Et après, je me développe un script en Python avec, donc là, dans ce cas-là, c'est celui qui va générer tous les contenus pour les pages. Et pour le contenu, par exemple, des pages, comme je vous ai dit, je vais diviser les pages en paragraphes. Et les paragraphes, donc on va les retrouver en haut. Là, vous avez le contenu au format CSV. Et vous avez en YAML toutes les informations pour que le module migrate puisse intégrer le contenu dans la base de données. Donc, avec ce fichier YAML, il va savoir que telle colonne du CSV va correspondre à tel champ et qu'il doit le traiter de telle façon. Et la deuxième partie, ce sont les nœuds qui eux-mêmes feront référence au paragraphe. Et c'est Migrate qui, au niveau de l'intégration, va recréer les liens entre les paragraphes et les nœuds. Et ensuite, tout ça s'est passé par Drush et Migrate. Pourquoi? Parce que ça permet en fait d'automatiser la tâche et de pouvoir la rejouer à l'envie. Donc de pouvoir corriger des choses, de pouvoir faire en sorte que les champs apparaissent sous la bonne forme, qu'il n'y ait pas de problème d'encodage, etc. Donc ça, c'est la façon dont moi, je suis parti pour le faire. Parce que, en fait, Migrate, c'est un ETL, Extract, Transform and Load. Donc, techniquement, je pourrais en fait développer toute cette partie-là directement en Migrate. Le souci de ça, c'est que forcément, vous allez devoir développer dans un cadre qui vous est donné par Migrate. Or, comme je fais beaucoup de modifications et de réflexions sur le contenu et son organisation, ben c'est plus intéressant de partir sur un script Python sur lequel on va pouvoir, bien avant d'arriver à la phase d'import, on va pouvoir travailler sur les fichiers. Voilà. Alors, quelques réflexions. Oui, c'est une opération longue, à la fois pour découvrir les nouvelles structures de Drupal, pour suivre sa complexité, parce qu'il n'y a pas que les données à importer, il y a aussi les structures à créer directement dans Drupal. La durée de vie du site, tous ceux qui ont fait des migrations de vieux codes, de vieilles données, savent qu'au bout d'un moment, il y a toujours une dérive, même si les usagers sont pleins de bonne volonté pour remplir les données. Il y a une charge de travail équilibrée, puisque grâce à ces développements, en fait, j'essaie d'alléger au maximum la charge des contributeurs et contributrices. C'est-à-dire que si vraiment je faisais mon feignant, je pourrais dire bon, ben voilà, je vous ai installé un nouveau site, allez, à vous de le remplir, copier-coller, faites ce que vous voulez. Bon, on ne va pas me laisser faire longtemps quand même. Il y a aussi le fait que je suis dans des conditions favorables et un petit peu différentes à beaucoup d'intervenants que vous avez pu entendre aujourd'hui, parce que donc, je suis à temps plein sur mon poste. On n'a pas de deadline forte. On sait qu'on doit sortir un site, si possible, avant la fin de Drupal 7.
mais je n'ai pas de pression particulière pour que ça sorte, par exemple, en septembre. L'autre difficulté, c'est il y a une forte évolution technologique et bien sûr, j'ai envie d'utiliser toutes ces fonctionnalités. Parce que HTTP3 Quick, toutes ces fonctionnalités-là ont vraiment un impact sur les temps de chargement des sites et donc, in fine, sur l'expérience utilisateur. Pareil, on veut partir sur vraiment un design mobile first, puisque clairement, aujourd'hui, on est à plus de 66% d'usagers qui sont directement sur téléphone mobile. Et par contre, oui, il va falloir aussi que je redéveloppe les modules qu'on a utilisés, voire que je vois avec les différents services si on ne peut pas faire autrement. Mais ça, c'est effectivement quelque chose qu'il va falloir que j'apprenne à faire, donc à me retrouver dans un environnement de développement Drupal 10 qui intègre Symfony, donc qui intègre toute une construction, toute une organisation objet que n'avait pas Drupal. Drupal, à la rigueur, vous lui mettiez les quelques entrées nécessaires dont il avait besoin, et après vous faisiez ce que vous voulez dans le code. Voilà, j'espère que je n'aurai pas duré trop longtemps.